Et donc là, on va vous présenter un petit peu les retours des différentes phases de la concertation. Et ce qui vous intéresse plus particulièrement, ce sont un petit peu voilà, les orientations qui sont prises pas à pas par la ville de Paris pour construire avec vous ce PLU bioclimatique. Alors je vais vous donner des fois des terminologies un petit peu technique, donc n'hésitez pas à nous le dire parce qu'on fait vraiment très attention. Alors, je sais qu'il y a plusieurs urbanistes qui sont dans la salle, mais c'est vrai que là, on arrive à l'avant-projet des OAP. Alors les OAP, c'est quoi? Les orientations d'aménagement et de programmation. En gros, c'est un peu un cadre parce que voilà, demain, comme aujourd'hui, mais pour construire à Paris, il faut respecter un certain nombre de règles. Et là, l'idée, c'est que ces règles vont évoluer en intégrant un certain nombre de principes qui sont ressortis des phases précédentes et qui vont vous être présentés. Alors, il va y avoir 4 temps. Le premier, c'est de vous dire un petit peu où la ville de Paris en est, où est-ce qu'on en est en matière de révision. Après, on va vous dire ce qui a été dit pendant la phase précédente. La phase précédente, c'est la phase de PADD. Qu'est-ce que c'est que le PADD? C'est le projet d'aménagement et de développement durable. Donc, on va vous dire un petit peu les éléments qui sont ressortis de cette phase. Et puis après, on va vous présenter un petit peu les évolutions réglementaires. En gros, vers où on va. Donc vraiment merci d'être là. Je vois un monsieur et bonjour qui est en effet en visio. Et puis aussi on va vous présenter un petit peu les prochains rendez-vous qui vont être mis en place. Certes, il y a cette réunion, elle est prévue d'être de durer 1 heure pour vous présenter les choses, mais c'est vrai aussi que pas mal d'autres actions vont être mises en place sur le terrain pour, avec vous, voir concrètement comment vous réagissez à un certain nombre d'orientations. Donc voilà un petit peu les éléments. Qui va vous présenter les choses? Eh bien d'abord, Monsieur le maire, puisque Monsieur le maire, on est chez vous dans le 6e arrondissement. Merci beaucoup de nous accueillir et je connais votre engagement pour la beauté de votre arrondissement et donc vous allez nous accueillir tout à l'heure et puis vous nous présenterez un petit peu vos réactions à ces différents éléments. Anouche Toragnan va nous rejoindre. Elle est là et c'est parfait. Elle monte les escaliers. Donc Anouche Toragnan va nous rejoindre à l'instant. C'est l'adjointe à la maire de Paris qui est en charge de la vie associative, de la participation citoyenne et du débat public. C'est l'élu en charge de la concertation et donc tout particulièrement impliqué sur cette démarche. Et puis on va avoir également les services de la ville de Paris. Caroline Haas, vous êtes la directrice adjointe de la direction de l'urbanisme de la ville de Paris. Donc vous allez nous présenter tout simplement un petit peu les retours et les projets qui sont mis en place. Et puis Ioannis, vous êtes ici. Ioannis Valou-Georgis, qui est en charge de cette mission, justement. Bonjour Anouche, je m'étais permis de commencer pour présenter les uns et les autres. Et donc, je rappelais votre fonction d'adjointe à la maire de Paris en charge de la concertation. Donc, on va avoir cette présentation. Et puis, Mathilde Savary, qui est ici, vous nous donnerez, Mathilde, tout à l'heure, les prochains rendez-vous qui vous sont proposés. Voilà, n'hésitez pas. Alors on va lancer la rencontre et puis je vous donnerai la parole à plusieurs moments pour que vous réagissiez, posez des questions. Je vous souhaite une très bonne soirée et Monsieur le maire, je vous laisse nous accueillir ce soir. Merci infiniment, cher monsieur. 2 mots, tout simplement pour vous remercier, bien évidemment, de participer à cette réunion publique au sens je dirais organisationnel, statutaire, puisque vous savez que le PLU, la révision d'un PLU comporte plusieurs phases. Là, on entame la dernière phase, puisque le Conseil de Paris nous a normalement voté le PLU à la fin de l'année 2022 ou au début de l'année 2023. Et je remercie donc tous ceux et celles qui ont souhaité participer à cette réunion, qui est d'ailleurs la première après les vacances. C'était en quelque sorte, Madame la maire, chers collègues, Madame la directrice, une rentrée des classes pour ceux et celles qui s'intéressent au patrimoine parisien, à l'évolution de la capitale, puisque ce PLU, je le rappelle, va quand même nous emmener, va fixer les règles du développement de Paris pour les 15 prochaines années. Donc je voulais aussi remercier
outre les membres des conseils de quartier, les représentants d'associations, les Parisiens et les Parisiennes qui ont souhaité participer à cette réunion, ainsi que les élus du 6e qui sont présents. Alors je voulais saluer, honneur aux dames, Madame Bocan, Ariel Bocan, Florence de Vara, qui sont deux de mes adjointes. Saluer également la présence de Monsieur Comet, qui fait partie de la majorité municipale à l'hôtel de ville et de l'opposition municipale ici. Après, il y a l'inverse. Moi, c'est l'inverse. Hein, et donc, également saluer les personnes qui sont en distanciel. Et je reconnais notre collègue conseillère d'arrondissement délégué à la santé et à la santé environnementale, Iris Berthomier, qui est ici, puisque la santé environnementale fait partie des éléments importants qui seront pris en compte dans l'ensemble PLU. Alors, je le disais il y a quelques instants à Charles-Antoine Depardon, moi je conçois cette réunion comme une réunion justement de démarrage de la dernière phase de concertation. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir... Bon, une bonne réunion, c'est une réunion qui dure 1 heure, 1 heure et quart. Après, on a tendance un peu à fatiguer ou à se répéter. Mais bien évidemment, ces 3 prochains mois sont destinés justement à faire en sorte qu'il y ait le maximum de Parisiens et de Parisiennes qui y participent. Ce soir, c'est la réunion de lancement. Les conseils de quartier seront saisis. Et d'ailleurs, je salue Stéphanie Pujarinet, qui est au bout de la salle et qui est la coordinatrice des conseils de quartier. Les conseils de quartier vont se réunir au cours des prochaines semaines et pourront largement en parler. Et nous avons déjà un certain nombre de réunions qui ont été également prévues. Je sais qu'une réunion doit se dérouler le 14 septembre. C'est une session de formation en distanciel pour ceux qui voudraient approfondir leurs connaissances en matière de PLU. Il y a une marche exploratoire qui est organisée et animée par le Conseil d'architecture et d'urbanisme de Paris, qui aura lieu le jeudi 22 septembre à 18h. On vous redonnera toutes ces dates, bien sûr, sur le site de la mairie du 6e, et puis peut-être également Stéphanie diffusera largement. Et enfin, il y a un atelier participatif grand public sur les orientations d'aménagement, animé par État d'Esprit, cher monsieur. Donc on aura l'occasion de pouvoir revoir, vous, vos collaborateurs ou collaboratrices, le mercredi 5 octobre à 19h, en salle des conférences, avec une jauge maximale, me dit-on, de 50 personnes. Voilà. Donc là, on ira au-delà, bien sûr, des conseils de quartier qui sont des gens, bien sûr, très importants, mais qui font partie un peu des institutions, et on ouvrira au public. Et on aura l'occasion peut-être d'approfondir cette concertation au cours des prochaines semaines. Alors, je voulais rappeler aussi on avait adressé à la direction de l'urbanisme, on s'était vu à plusieurs reprises, notamment avant l'été, avec Madame Haas, dont je remercie la présence et je sais l'engagement avec celui de Monsieur Valou-Gorgis. Et on a réfléchi, déjà, on a essayé d'indiquer un certain nombre d'éléments supplémentaires qui nous ont été transmis d'ailleurs par différentes entités. La Société historique, représentée par son secrétaire général, nous a fait plusieurs propositions d'ailleurs sur le secteur nord du 6e, en nous rappelant bien sûr un certain nombre de monuments qui sont présents notamment rue Jacob, au 20 rue Jacob. Et puis on a également eu récemment une toute dernière contribution qui a été d'ailleurs envoyée par un membre du conseil de quartier Saint-Placide, qui porte sur le 87 rue de Vaugirard, c'est-à-dire sur des ateliers d'artistes qui sont dans le quartier Vaugirard. On a aussi beaucoup d'ateliers d'artistes, mais qui avaient fait d'ailleurs l'objet d'un certain nombre de protections lors du dernier PLU. On était d'ailleurs, je crois, les champions du monde, les champions parisiens des protections patrimoniales, grâce à plusieurs dizaines, voire centaines de protections qui avaient été inscrites, notamment sur le quartier Notre-Dame-des-Champs, le quartier des Montparnasse, voisin du 14e, du 6e, et qui, bien évidemment, avait fait l'objet, et du 15e arrondissement, et qui avait fait l'objet de beaucoup de protections. En revanche, je voudrais également rappeler l'attention particulière que la mairie du 6e et la mairie de Paris, également, consacrent aux ateliers de la Grande Chaumière, les ateliers de la Grande Chaumière qui ont été rachetés, qui font l'objet d'ailleurs d'un projet qui va être bientôt déposé, un permis de construire, mais qui vise à conserver, tout en conservant l'état d'esprit du lieu, qui est un lieu très fort, puisque tous les grands peintres de Montparnasse,
la fin du 19e et du début du 20e. Donc ils sont plus là pour nous, pour contester ce que je dis. Ils sont passés, et ce sont d'ailleurs des travaux liés à la sécurité, puisque ces ateliers sont excessivement abîmés. Mais j'ai déjà trop parlé, et je redonne mon micro. Merci, monsieur le maire. Dans un geste à état d'esprit. Merci, monsieur le maire. On voit bien votre implication sur le sujet, qui est tout à fait naturelle. Et c'est vrai, Anouche Toragnan, c'est un point important. Je rappelais votre rôle d'adjointe à la maire de Paris en charge de la concertation. Et c'est vrai que ce travail, on travaille ensemble depuis plusieurs années. Et c'est vrai que on voit bien avec monsieur le maire, d'abord le travail que vous faites avec les mairies d'arrondissement. Et je vous laisse la parole pour nous dire un petit peu quelle est l'ambition de la ville en matière de démarche participative sur ce projet qui concerne tous les Parisiens et toutes les Parisiennes. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci de nous accueillir dans cette très belle salle de la mairie du 6e. Chers habitants, chers élus, chers collègues, d'abord permettez-moi d'excuser l'absence d'Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la maire de Paris, qui est notamment en charge de ce sujet important qu'est l'urbanisme. Et il était malheureusement retenu pour un événement ce soir, donc il n'a pas pu être présent, et j'ai donc le plaisir de pouvoir ouvrir à vos côtés, monsieur le maire, cette réunion importante qui ouvre en effet cette dernière phase de révision du plan local d'urbanisme et cette troisième phase de concertation. Je m'appelle donc en effet Anouche Toragnan, je suis en charge de la vie associative, de la participation citoyenne et du débat public, et j'ai plaisir d'ailleurs, puisque monsieur le maire vous m'en donnez l'opportunité, de rappeler qu'aujourd'hui le vote du budget participatif s'ouvre, donc je vous encourage évidemment toutes et tous à aller voter pour le budget participatif. J'espère qu'il y a une urne dans la mairie du 6e, je ne doute pas, voilà. Donc, n'hésitez pas en sortant à aller voter pour le budget participatif. Très heureuse de pouvoir être avec vous ce soir. Comment ? Oui, alors le vote pour la maison a eu lieu toute la journée, mais on l'a stoppé puisque l'urne est quand même protégée. L'urne est quand même protégée. Vous avez bien fait. Voilà. Donc ça redémarre demain, et puis on a un vide-grenier des conseils du quartier dimanche sur la place Saint-Sulpice, et là l'urne se transportera de la mairie jusqu'à la place Saint-Sulpice, elle devrait y arriver. Parfait. Donc vous n'avez plus d'excuses pour ne pas voter au budget participatif ce week-end. Vous n'avez pas pu le faire peut-être aujourd'hui, mais je vous encourage à le faire. Bref, nous ne sommes pas là pour parler du budget participatif, mais en effet pour parler de la révision du plan local d'urbanisme. C'est donc un moment très important, et je vous remercie de votre présence nombreuse pour cette réunion publique ce soir. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous voir en présentiel, puisque les précédentes réunions étaient faites en distanciel. C'est utile, mais c'est aussi agréable de pouvoir se retrouver tous ensemble. Donc merci de votre mobilisation. En effet, on entre dans cette phase importante qui est donc la révision du plan local d'urbanisme, qui a commencé depuis un certain nombre de mois et d'années même déjà. Mais on est heureux de pouvoir entamer cette dernière phase de la concertation. Vous le savez, la révision d'un plan local d'urbanisme, c'est un moment important pour une ville, encore plus important pour une ville comme Paris, puisqu'on se doit aussi, en tant que capitale de la France, on se doit d'être exemplaire en la matière. Et donc cette révision du plan local d'urbanisme, et en particulier cette troisième phase de concertation, intervient dans un moment qui est évidemment particulier, et particulièrement aussi alarmant, après un été qui a été particulièrement ravageur, particulièrement sec, particulièrement chaud, et donc il est essentiel pour nous, Ville de Paris, de pouvoir aussi s'adapter et répondre aux exigences de la transition et du changement climatique. Et donc le plan local d'urbanisme est l'un des outils qui nous permettent en effet de pouvoir y faire face, de pouvoir répondre à cette transition, aux exigences de la transition écologique. Et donc c'est la révision d'un plan local d'urbanisme est un moment important. Et en 2020, le constat était assez clair. Le plan local d'urbanisme que nous avions n'était pas en capacité de nous permettre en tant que ville de répondre aux exigences de la transition écologique, et donc il était nécessaire de le réviser. Et donc on a entamé ce moment important de la révision. Et l'ambition de la maire de Paris était de faire cette révision évidemment pour les Parisiens, mais surtout avec les Parisiens. Et donc j'étais particulièrement en charge de pouvoir concevoir aux côtés de la maire et aux côtés d'Emmanuel Grégoire, bien sûr, la révision de ce plan local d'urbanisme et de concevoir le plan de concertation. Une concertation qui, vous le savez, est légale quand on révise un plan local d'urbanisme, mais qu'on a voulu particulièrement aussi ambitieuse, à la fois ludique, participative, pédagogique, parce que c'est un sujet qui est complexe, et ce recueil de l'avis citoyen a commencé déjà il y a quelques années, il y a même 2 ans, puisque nous avions conçu une conférence citoyenne qui avait mobilisé une centaine de citoyens, à la fois parisiens mais aussi métropolitains, puisque il s'agit pas seulement d'un sujet uniquement parisien, mais aussi à l'échelle de la métropole du Grand Paris.
Et donc, on avait commencé cette conférence citoyenne qui était un peu le préquel de la révision du plan local d'urbanisme qui était destinée à définir les grandes orientations, les grands objectifs de ce plan local d'urbanisme qui devait devenir un plan local d'urbanisme bioclimatique. Et puis, cette concertation a véritablement démarré début 2021 où nous avons commencé donc la phase de révision légale, si je puis dire, avec la présentation par l'APUR, donc l'Atelier parisien d'urbanisme, d'un diagnostic assez fin qui a pu à ce moment-là être d'ores et déjà enrichi par les concertations, les réunions publiques et les recommandations, les préconisations des Parisiens. Et ce diagnostic, mais tout ça va vous être présenté dans quelques instants de manière beaucoup plus précise, a permis de base à l'avant-projet du PADD. Et donc maintenant, nous entrons dans cette ultime phase de révision, qui est donc la 3e phase de concertation, sur le règlement et les OAP du plan local d'urbanisme. Donc tout ça va vous être présenté dans quelques instants, ainsi que la concertation, quelles sont les grandes phases de la concertation qui vont intervenir dans les prochaines semaines. L'idée de cette réunion était de vous présenter à la fois le point d'étape, si je puis dire, où est-ce qu'on se situe dans le calendrier de cette révision qui est longue, avec un calendrier qui est ambitieux, mais somme toute voilà, assez étalé sur le temps et à raison puisque c'est un sujet important et techniquement lourd. Et donc l'idée c'était aussi de vous dire voilà la philosophie dans laquelle nous sommes au niveau de la ville de Paris en termes de concertation, l'idée de véritablement avoir un pacte de gouvernance avec les Parisiens qui puisse intervenir à chaque étape de la révision du plan local d'urbanisme, mais de manière générale à chaque étape de l'élaboration d'une politique publique. On vous a donc entendu avant la concertation, pendant, on vous entendra après. Et le mot que je voulais vous faire passer ce soir et qui est essentiel à nos yeux, c'est de vous encourager à vous emparer de ce sujet qui est fondamental pour notre ville et donc à aller massivement sur cette plateforme numérique qui est le site internet de la ville de Paris, id.paris.fr, sur lequel vous pouvez aller identifier rue par rue, arbre par arbre, chacune des modifications que vous voulez voir opérer. Et donc le message de ce soir, c'est de manière générale, voilà, emparez-vous de ce sujet, participez à toutes les réunions publiques, à tous les ateliers, à toutes les marches exploratoires. Voilà, mettez-vous en lien avec vos conseils de quartier respectifs. Merci d'ailleurs aux conseils de quartier qui jouent un rôle fondamental dans cette concertation. Et voilà, mon plaisir de vous voir ce soir et d'animer cette réunion à vos côtés, d'entendre toutes vos préconisations, vos points de vigilance, vos propositions. Voilà, on est à votre écoute et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le cabinet d'Emmanuel Grégoire, formidable, pleine d'expertise avec Charles-Antoine Depardon et la direction de l'urbanisme qui pourront répondre très spécifiquement à toutes vos interrogations et à toutes vos recommandations. Voilà, je vous remercie infiniment. Eh bien, merci pour cette introduction qui montre bien voilà l'enjeu pour la ville de Paris d'associer tous les habitants. Alors, qu'est-ce que vous nous avez dit, justement, puisque vous le rappelez, ça fait 2 ans qu'il y a des échanges, il y a beaucoup de choses, et j'ai eu la chance de participer à bon nombre de réunions, il y a beaucoup d'idées qui sont ressorties. Vous rappelez à juste titre l'importance d'idées.paris.fr, parce que certes, on n'est pas très nombreux à pouvoir poser des questions, mais en revanche, en ligne, c'est très très simple. Il y a d'ailleurs 3 personnes qui sont au fond de la salle, Alexandra, Joséphine et Tristan. Voilà, ça, ce sont les comptes rendus. Tout ce que vous dites. Et je voulais dire aussi à ceux qui sont en ligne que je vois que vous pouvez participer en chattant, en réagissant. Et donc, ces éléments que vous noterez, eh bien, nous les intégrerons évidemment au compte rendu. Alors, Caroline Haas, voilà, vous êtes directrice adjointe de la direction de l'urbanisme de la ville de Paris. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les grandes lignes qui sont ressorties de la concertation qui a été engagée ces derniers mois ? Tout à fait. Bonsoir à toutes et tous. Quelques mots et quelques slides pour illustrer le propos d'Anouche Toragnan sur le calendrier global de la révision. Donc, comme on l'a dit, on révise le PLU, donc on le revoit de fond en comble, on refait le document, ça arrive assez peu souvent, ça dure plusieurs années, et la dernière révision date de 2006. Donc, cette slide, vous voyez pas toutes les petites écritures, mais ce qui est important, c'est de se rappeler en bas à gauche, la première petite flèche, c'était la prescription par les conseillers de Paris de cette révision qui a démarré fin 2020, et puis la mise en œuvre du futur PLU qui est en 2024. Donc on est à un peu plus de mi-chemin de ce travail. 3 petits carrés verts que vous voyez sur le haut de la diapositive qui figurent les grandes étapes et les grands documents structurants. Donc d'abord le diagnostic qui est la photo qui a été réalisée par l'Atelier parisien d'urbanisme du territoire. Ensuite ce diagnostic, deuxième petit carré qui a été décliné en grandes orientations et actuellement, nous sommes dans la 3e phase. Les grandes orientations sont déclinées cette fois dans des règles. Donc,
Pour vous redire aussi ce qu'a dit Anouche tout à l'heure, on est vraiment dans une phase où les règles et les orientations d'aménagement et de programmation sont en cours de travail, en cours d'élaboration, elles ne sont pas terminées, on a absolument besoin, c'est pour ça qu'aujourd'hui que la concertation démarre, on a besoin de votre avis. Et donc, nous allons finaliser tous ces documents, et c'est le travail qui est devant nous, d'ici le début de l'année prochaine, donc le PADD, les OAP, le règlement, et on présentera tous ces documents finalisés qui intégreront les remarques qui auront été faites à la concertation début 2023 au Conseil de Paris. Et ensuite, il y aura une nouvelle phase qui est la grande phase d'enquête publique qui aura lieu en 2023 avec tous ces documents finalisés, et c'est seulement début 2024 qu'il y aura un nouveau passage au Conseil de Paris et qu'on pourra mettre en œuvre ce PLU. Voilà. On peut passer, je pense, à la diapo encore suivante. Pour vous dire un petit peu ce qui est ressorti de la concertation, puisque la précédente étape, je vous le rappelle, c'était les grandes orientations pour le territoire de Paris et qui seront consignées donc, dans le document qui s'appelle le plan d'aménagement et de développement durable. Donc on avait mis au point un dispositif de concertation. Vous avez été nombreux à participer, les habitants, les usagers, les institutionnels. Et nous avons réussi à collecter plus de 15 600 avis. Alors ce qui est important, c'est l'intérêt marqué pour trois thématiques en particulier. C'est ce qu'on vous rappelle sur cette slide. La nature en ville, tout d'abord. Donc là, ce qui a été largement plébiscité, c'est la sanctuarisation des espaces verts, le développement de la biodiversité, le développement de nouveaux espaces végétalisés, la question des cœurs d'îlots et la question des arbres et de la plantation d'arbres. Le deuxième thème qui a aussi été très plébiscité sur ID.Paris et sur toutes les contributions, c'est la question de la santé environnementale. Donc, avec la question de la lutte contre les nuisances sonores, l'amélioration de la qualité de l'air, la question de l'îlot de chaleur, la place aussi de l'alimentation durable et de l'agriculture urbaine. Enfin, la troisième thématique très fréquemment citée, c'est la thématique importante du logement. Sur ce thème, les demandes ont porté sur un logement de qualité, un logement pour tous, à prix accessible, des logements aussi durables qui répondent aux défis du changement climatique et des logements pour tous sur tout le territoire, c'est-à-dire une offre équilibrée de logement et de logement social sur tout le territoire. Voilà très rapidement brossé ce qui s'est dit dans cette concertation. N'hésitez pas, si vous souhaitez en savoir plus, sur ID.Paris, vous pouvez télécharger le document complet de synthèse qui a été mis à votre disposition. Et je vais maintenant passer la parole à Ioannis Valoujorgis, donc qui pilote cette révision à la direction de l'urbanisme et qui va vous en dire plus, bien sûr, sur les grandes orientations, ce que c'est qu'un règlement, ce que sont les OAP et les grandes orientations qu'on vous propose dans cet avant-projet de règlement et d'OAP que vous pouvez télécharger sur ID.Paris. Merci beaucoup pour ce cadre, parce que je trouve que c'est très pédagogique. Vous nous avez rappelé les trois principes qui sont bien ressortis des précédentes phases. Maintenant, on va voir avec vous, Ioannis, comment les choses aboutissent, comment elles sont transformées en OAP et en règlement. Je vous laisse continuer cette présentation très pédagogique de l'aménagement parisien. Merci. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'il fonctionne? Oui, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, très rapidement, ce petit exposé, il va se dérouler en deux parties courtes, je vous assure. Donc, une première partie, on va évoquer rapidement qu'est-ce que c'est qu'une OAP, donc une orientation d'aménagement et de programmation, et qu'est-ce que c'est le règlement. Ce sont donc les deux pièces principales du PLU qui sont soumises à la concertation. Donc, qu'est-ce que c'est une orientation d'aménagement et de programmation? C'est un document qui est incorporé dans le PLU. Il y a deux types d'OAP. Il y a des OAP sectorielles. C'est celles, en fait, qui définissent les caractéristiques de développement sur une partie bien ciblée du territoire, dans une zone bien identifiée, comme par exemple, on voit la carte sur l'écran, nous avons des zones Paris Rive Gauche, Paris Nord-Est.
le 6e arrondissement n'est pas concerné par une telle opération, donc il n'y a pas d'OAP sectoriel qui concerne vraiment, en partie peut-être un peu le 6e, peut-être le côté Montparnasse. On va évoquer à la fin. Oui, tout à fait. Et donc, et puis il y a donc les OAP thématiques, qui sont en fait les OAP qui, elles, s'intéressent des problématiques générales, des enjeux comme la nature, comme le patrimoine, comme les nouvelles constructions, etc. Donc, ces OAP, si on change la slide suivante, elles se présentent comment dans le document d'urbanisme? Les OAP sectorielles, elles sont accompagnées, donc, il s'agit d'un document de 2 ou 3 pages. Il s'agit donc d'une partie, une partie écrite, un texte qui explique les dispositions qui sont applicables sur le territoire bien précis. Et il est accompagné, ce texte, par un schéma d'aménagement et avec une légende qui exprime tout simplement ces grandes orientations sur un plan graphique. De la même manière, et on peut changer la slide, de la même manière sur les OAP thématiques, nous avons également une partie écrite qui explique les grandes orientations sur la thématique qui est abordée, que ce soit la biodiversité, la nature, comme je disais tout à l'heure. Ces OAP sont également accompagnés des plans, mais il s'agit bien évidemment des plans qui concernent l'ensemble du territoire parisien parce qu'elles s'adressent et elles correspondent aux problématiques qui se posent sur le territoire parisien dans son ensemble. Donc, le règlement, on va pas tarder, vous connaissez tous, il s'agit d'un document bien plus important, un document essentiellement graphique, composé d'à peu près 200-250 pages, où toutes les règles concernant comment on construit à Paris sont bien présentées, et il est accompagné également des cartes et des schémas qui exprime comment, sur quel territoire les règles s'appliquent, comment elles s'appliquent. Et donc, dans ces documents graphiques, nous avons notamment, et Paris, c'est une particularité, il y a un fameux atlas, on est dans une échelle très détaillée, donc on voit sur le plan local d'urbanisme, notamment sur les documents graphiques, sur le plan suivant, sur la slide 2, on voit bien parcelle par parcelle ce qui est prévu sur le territoire parisien. Donc là, on vous montre un extrait, une partie du plan, sur lequel, extrait, on aperçoit, et on voit les ronds, on aperçoit donc toutes les prescriptions localisées. C'est le sujet en grande partie qui nous intéresse aujourd'hui, puisque, comme il a été présenté en introduction par Monsieur le maire, nous prévoyons bien évidemment de proposer dans le futur PLU bioclimatique des prescriptions localisées, soit pour protéger des linéaires commerciaux complémentaires à ceux qui sont déjà protégés aujourd'hui, soit pour ajouter des bâtiments d'une valeur architecturale qui mérite à être préservés, soit pour identifier des nouveaux espaces verts qui doivent être protégés, soit pour réaliser, le cas échéant, un futur équipement public ou même des localisations pour identifier là où ils peuvent se développer des logements et notamment des logements sociaux. Et juste sur ces prescriptions localisées, et c'est indiqué en bas de la slide qui vient de partir, il y a une nouveauté dans ce futur PLU bioclimatique. On va plus loin que le PLU actuel puisqu'on propose pour la première fois sur le PLU de Paris la protection des arbres qui soient isolés quand ils sont remarquables, c'est-à-dire qu'ils ont une valeur culturelle, esthétique, une valeur écologique. Et on protège des alignements d'arbres, c'est-à-dire les arbres qu'on voit le long de nos voies. Jusqu'à aujourd'hui, on pouvait, le cas échéant, abattre pour faire des travaux. Là, demain, ils sont protégés. Donc, il y a le linéaire, ce paysage parisien très remarquable, il va être protégé. Donc, deux nouvelles protections qui sont très importantes et qu'il faut signaler. On peut peut-être passer sur la slide. Donc là, quel usage? Évidemment, vous en doutez, les OAP, ces orientations d'aménagement et de programmation et le règlement se compilent et ils s'imposent aux constructeurs. Tout opérateur, tout pétitionnaire, privé ou public, doit respecter les règles qui sont bien évidemment traduites dans ce futur PLU. On ne va pas entrer dans le détail, ce respect de ces règles, il peut être soit
un rapport de conformité, c'est-à-dire un absolu respect de la règle, soit, et ça c'est vraiment le règlement que j'ai évoqué tout à l'heure, les 250 pages, soit un respect de l'esprit de la règle, et là on parle d'un rapport de compatibilité. Et c'est plutôt les OAP thématiques et sectorielles. Voilà donc très rapidement ce qu'on peut dire sur qu'est-ce que c'est ces deux principales pièces qui composent une partie donc très importante du futur PLU. Alors, je passe tout de suite et je pense comme ça on va pouvoir après échanger sur les différentes propositions. Donc, dans cette partie, on va présenter tout simplement les propositions et un rappel rapide préalablement à chacune des propositions de ce qui a été dit lors du débat sur le PADD. Donc tout simplement, figure rapidement, je ne vais pas les commenter, les grands objectifs qui avaient été même donnés avec des chiffres, augmenter l'indice de la canopée parisienne, augmenter les espaces perméables et végétalisés et se rapprocher du chiffre de 10 mètres carrés espace vert ouvert au public par habitant. Ce sont donc des grandes lignes qui, elles, guident les règles, en fait, que le règlement et les OAP traduisent. Je ne vais pas commenter tous ces éléments parce que ce serait très long. Il faut savoir que le PowerPoint qu'on vous présente, il sera dès demain sur le site paris.fr, donc vous allez pouvoir prendre tranquillement connaissance. Ces grands items, on les retrouve bien évidemment dans le document qui a été évoqué tout à l'heure par Caroline Haas, c'est-à-dire le rapport d'à peu près 50 pages que vous trouverez également sur paris.fr. Donc, je vais m'arrêter juste sur 2 ou 3 actions importantes. Donc, on peut avancer sur la slide suivante. Oui. Comment on fait pour répondre à ces objectifs? Donc, renforcer la protection des espaces verts. Vous le savez tous, il y a aujourd'hui des règles qui concernent les espaces verts protégés. Il s'agit, dans le plan local d'urbanisme, de petites taches vertes qui sont bien dessinées. Jusqu'à aujourd'hui, ces espaces, on avait la capacité, le cas échéant, de les faire un peu glisser à droite, à gauche, si on voulait faire une construction sur le terrain. Et ben, dans le futur PLU, ces espaces, ces emprises, ils ne pourront plus être déplacés. Donc, un respect total, une certaine sanctuarisation, on peut dire, de ces emprises végétales existantes et qui méritent à être protégées. Et évidemment, aucun arbre ne peut être abattu sur ces espaces. Et une deuxième action très importante, parce qu'en fait, c'est une action qui s'impose en fait aux opérateurs, aux constructeurs. On leur demande, dans le cadre d'élaboration de leur projet, de laisser beaucoup plus d'espace libre à la parcelle. On impose que ces espaces soient des espaces de plein air. Et cet ensemble fait que finalement, nous allons avoir des futures constructions qui seront beaucoup moins importantes que ce que le PLU actuel présente. Il s'agit donc des taux de surface minimales à respecter à la parcelle, et ces éléments-là, vous pourrez également les voir en détail dans le document qui est sur paris.fr. On peut avancer sur le deuxième axe qui a construit notre PADD, c'est l'axe de la programmation, ce qui reflète la mixité sociale et la mixité fonctionnelle. En ce qui concerne donc cet axe important, il avait été dit que les objectifs dans le cadre du PADD étaient de stabiliser la population parisienne, atteindre 30% de logements sociaux en 2030 pour répondre bien à cette urgence sociale, lutter contre la monofonctionnalité des quartiers de bureaux. Là, on sait très bien qu'il y a des secteurs dans Paris qui souffrent de ce phénomène. Et enfin, organiser la production de logements, des activités pour réduire les mobilités interurbaines, le plus possible, habiter et travailler dans son quartier. On peut donc avancer là également, je ne vais pas m'attarder, il y a toute une série d'actions qui vont dans ce sens, enfin, et on va simplement s'attarder sur les slides suivantes, si vous voulez bien, sur les 2 actions principales. Donc, comme je disais, promouvoir la réalisation de logements. Donc, en favorisant la surélévation, le cas échéant, à usage d'habitation, c'est quand c'est possible, quand c'est envisageable,
quand cette surélévation ne porte pas atteinte à son environnement, quand elle s'intègre bien dans son contexte urbain, eh ben, évidemment, il ne s'agit pas de supprimer les toitures patrimoniales, mais pour permettre des surélévations. Il s'agit là des bâtiments, les cas échéants, qui sont sur dalle et qui ont la possibilité de recevoir un étage complémentaire. L'idée, donc, c'est que plutôt de construire sur le sol naturel et diminuer les espaces de plein air ou les espaces que nous souhaitons désimperméabiliser, donner l'option, ouvrir la possibilité d'étudier la possibilité de construire et de monter un étage là où il est envisageable. Il est également un autre élément très fort dans le futur PLU et relativement innovant pour promouvoir la création de logements. C'est le deuxième alinéa qui était tout à l'heure, c'est-à-dire obliger la construction de logements quand il y a une opération de restructuration lourde des bureaux. Cela veut dire que vous savez bien que dans les quartiers d'affaires notamment, ou ailleurs, quand il y a des opérations, il y a des grands blocs de bureaux, et pour lutter donc contre cette monofonctionnalité de ces secteurs, l'idée c'est que chaque fois que dans ces bâtiments tertiaires, bâtiments d'activité économique, il y a un projet de restructuration lourde, l'idée c'est d'imposer aux propriétaires, c'est une contrainte forte, de créer un pourcentage de logements, et notamment de logements sociaux. Sans évidemment augmenter les surfaces. Il s'agit de transformer les surfaces existantes de bureaux en surfaces de logement. Et enfin, un élément très important sur cet axe, c'est non mais on peut revenir, excusez-moi, le renforcer la protection du commerce et de l'artisanat. On sait bien la sensibilité qui est celle des Parisiens. Monsieur le maire l'a évoqué en introduction. Donc du coup, il est vrai qu'aujourd'hui, il existe un certain nombre de protections. L'objectif, c'est d'aller encore plus loin. Encore plus loin, augmenter le nombre de protections et notamment intégrer une nouvelle, là aussi, innovation, si on peut dire, parce qu'il nous semble pouvoir de protéger, pour la première fois, d'une manière assez ciblée, les commerces culturels. Par exemple, les librairies. C'est un sujet qui a été très demandé par les Parisiens. C'est un sujet donc sensible et là il va avoir dans le PLU la possibilité de protéger ces commerces très spécifiques, ce qui veut dire quand une librairie existe, elle ne pourra pas devenir un commerce lambda. Elle restera toujours une librairie. Surtout pas. Et je tiens à le signaler, on l'avait demandé lors d'une réunion interne avec Madame Haas pour voir si on pouvait effectivement protéger librairies, galeries. Et ça concerne particulièrement le nord du 6e arrondissement, c'est-à-dire tout ce qui est compris entre le boulevard Saint-Germain et les quais de Seine. C'est donc une affaire très importante, qui d'ailleurs, je le signale, s'ajouterait au fait que la ville de Paris a conservé à travers la CEMA-Est beaucoup de locaux commerciaux qui émanent de l'ancien domaine privé de la ville de Paris pour ceux qui ont plus de 20 ans et qui peuvent connaître cette affaire qui avait eu des répercussions à l'époque sur le plan notamment politique. C'est un effort important qui a été mené dans le cadre des études qui ont été menées, et notamment juridiques, parce que vous vous en doutez bien qu'autour de ces sujets-là, il y a des grands débats entre des grands juristes. Donc pour finir, très rapidement, comme je disais, il y a un troisième axe qui est évidemment l'identité parisienne, l'identité urbaine parisienne et le rapport au patrimoine. Un axe évidemment qui concerne tout particulièrement le 6e arrondissement. Il a été dit en introduction, il y a énormément de bâtiments existants déjà protégés qui seront encore plus nombreux demain. Sur cet axe, je rappelle, les grands objectifs ont été, et ils ont été vus lors de l'élaboration du PADD, faire de Paris de demain une ville de réhabilitation. On sait que jusque-là, le PLU, c'était un PLU, un plan local d'urbanisme qui répondait aux besoins de construire. Aujourd'hui, nous avons un besoin de réhabiliter, de restructurer la ville sur la ville, de permettre, en faire en sorte que les bâtiments puissent lutter contre les problématiques liées au changement climatique, etc. Donc, la réhabilitation, c'est un sujet majeur et c'est notre vision pour Paris de demain. Accélérer donc l'adaptation du bâti au changement et préserver les spécificités patrimoniales. C'est un équilibre
délicat. Comment faire en sorte que les constructions soient mieux isolées et en même temps respecter leur écriture patrimoniale. Donc c'est un équilibre qu'il nous faut trouver pour pouvoir répondre aux enjeux que cet axe pose. Très rapidement, je passe toutes ces actions qui sont j'arrête seulement sur quelques actions. Qui sont celles de la dernière slide. Donc, privilégier les projets de réhabilitation, ça veut dire quoi? Ça veut dire très simplement faire des règles qui font que le pétitionnaire, il a intérêt de réhabiliter son bâtiment plutôt que le démolir et reconstruire à la place un nouveau bâtiment. Ça veut dire que les règles des plans de vide, les règles des hauteurs, les règles des prospects, tout ceci jouera en faveur de la préservation du bâti existant plutôt que favoriser sa démolition pour reconstruire des bâtiments plus denses. Voilà. D'autant plus que les bâtiments, dès lors qu'ils sont démolis, la parcelle va subir un malus parce qu'il ne pourra pas construire la même surface que celle qu'il y avait précédemment. Donc voilà un peu l'axe de réflexion. Préserver les espaces libres et végétaliser les cœurs du lot. Ça a été dit, introduction par Carolinas. En effet, les cœurs du lot, c'est un poumon, un espace qui est disponible pour pouvoir laisser la nature se développer, créer des îlots de fraîcheur. Donc l'idée, c'est que le PLU permet de construire le cas échéant, mais simplement le long des héberges déjà existantes. Le cœur du lot resterait vide pour accueillir notamment la végétalisation. Et enfin, permettre le cas échéant, quand c'est possible, et quand on répond à des urgences climatiques, à des problèmes d'habitabilité de logements actuels, permettre, dans certains secteurs, là où c'est possible, l'épaississement pour créer un balcon, un espace extérieur qui peut répondre à des urgences telles qu'on les vit ces derniers temps, un jardin d'hiver, un espace qui améliore finalement la qualité de vie des habitants. Je pense que j'ai terminé avec cette présentation de ces 3 axes. Eh bien, merci beaucoup Ioannis. On a vraiment eu le PLU bioclimatique pour les nuls, c'est-à-dire c'était pédagogique, c'était clair, vous avez donné un certain nombre d'exemples. Voilà, l'idée est d'en parler, c'est-à-dire que voilà un certain nombre d'axes, de principes qui sont ressortis des démarches antérieures. Voilà, quelles sont un petit peu vos réactions et questions. Est-ce que vous avez bien compris ou est-ce qu'il y a certains éléments sur lesquels vous souhaitez avoir un petit peu plus de précision les uns et les autres? Eh ben, messieurs, puisque vous avez... Alors, normalement, c'est un garçon, une fille, hein, donc... Voilà, un barbu, un non barbu. Merci, Christian Chevalier, effectivement de la Société historique et aussi habitant du quartier. J'ai bien lu les documents qu'on reçoit. On a reçu récemment un gros PDF là avec plein de lettres vertes et noires dedans, dans lequel j'ai vu les préoccupations des environnements des habitants. La nuisance, le contrôle des nuisances sonores arrivait en priorité 2. Madame, vous l'avez rappelé dans l'environnement tout à l'heure. Les nuisances sonores, ça arrivait en niveau 2. Ça m'a bien rassuré d'ailleurs, hein, parce que on a eu de la part de la mairie une présentation en 6K de quelqu'un, je sais plus qui, excusez-moi, qui nous a dit fièrement que le bruit avait diminué de 2%. Sur des considérations acoustico, logarithmico, enfin, je sais même pas s'il comprenait tout ce qu'il disait, parce que c'était un peu complexe. Nous, dans nos oreilles, à nous, hein, avec nos oreilles et nos cerveaux, on avait plutôt l'impression que le bruit avait doublé. Voilà. Et si vous veniez à certaines réunions que Monsieur le maire organise, Madame, vous verriez que c'est pas les voitures, ni les trains, ni les avions qui préoccupent les gens. Hein, ce sont certaines indélicatesses, pour parler poliment, de grands établissements de boissons. Alors, je vois que, comme vous l'avez dit, vous avez parlé des nuisances sonores 3 secondes. Où est-ce que ça se décline dans ce que vous avez présenté? On va écouter monsieur pour votre question, et puis après, le troisième, on va prendre par thème. Donc le bruit, premier point. Voilà. Où est le bruit? Merci de me donner la parole. Merci pour votre présentation aussi, elle était très claire. Merci à Mme Haas, Mme Toragnan, Monsieur Lecoq, et de pardon d'avoir aussi repris certains éléments et qui ont été présentés par rapport
à des réunions précédentes. En particulier, je pense sur la protection du nord du quartier Saint-Germain-des-Prés. Il faudrait aussi le faire dans le nord 7e parce qu'il y a le carré rive gauche avec les antiquaires qui ont une activité commerciale spécifique et on parlait de protection des linéaires. Le deuxième point qui avait été abordé aussi par que défendait notre association, c'est ce Parigo, c'est la société d'études et de protection de la rive gauche. Donc on s'est réunis d'ailleurs avant la rentrée, on a échangé sur ces points-là et une des demandes fortes, c'est effectivement de réduire les nuisances. Alors un des éléments qu'on avait noté, c'était les nuisances, comme disait Monsieur Chevalier, les nuisances sonores, mais aussi les pollutions en termes de CO2, etc. Donc c'est en lien avec la réhabilitation. Et en termes de réhabilitation, on trouvait que par exemple mettre des normes sur les terrasses, ça pouvait être intéressant, les terrasses de débit de boissons ou autres, parce que ça pouvait limiter les émissions de CO2, parce qu'elles sont très émettrices de CO2, et ça permettait aussi de réduire les nuisances sonores si on peut avoir des systèmes pour les fermer à partir d'une certaine heure, etc. Et ça pourrait être incorporé dans le PLU, dans les zones où il y a des habitations en particulier, ou voire surtout Paris. Voilà, c'était un deuxième élément. Donc le premier a été pris, peut-être que le deuxième ça sera pris aussi. Voilà. Merci pour vos contributions, madame et monsieur. Bonjour, merci pour vos présentations. Je m'appelle Margherita Fadda, mais je suis habitante du 6e. Voilà. Et j'avais deux questions en particulier. Une, vous avez parlé, si j'ai bien compris, vous avez seulement pris quelques exemples. J'avais deux questions par rapport au... Je sais qu'il y a des requis pour la construction des parkings à chaque fois qu'on construit quelque chose de neuf à Paris. Je sais que dans le 6e, il n'y a pas beaucoup de place pour ça. Mais je voulais savoir si cette règle n'est plus enforcée. C'est-à-dire que s'il y a un nouveau établissement, est-ce qu'on est toujours obligé en tant que... Est-ce qu'on est toujours obligé de faire des parkings quand on construit quelque chose? Voilà, dans le nouvel plan. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur la mobilité et comment est-ce que c'est pris en compte dans les plans? Et la troisième, en fait, s'il y a un mot sur l'accessibilité des trottoirs en particulier, ou des règles sur, ça va être très spécifique, sur les poubelles qui notamment empêchent de marcher ou passer avec un fauteuil roulant. Merci. Merci. Et puis, je donne à monsieur... Allez, je vous donnerai après la parole parce que c'est toujours intéressant de voir un petit peu les différentes questions. Donc, les parkings, la place sur les trottoirs, et vous, monsieur? Bonjour, voilà, j'aimerais savoir un petit peu le degré de liberté dans les propositions, parce que quand on va dans les formulaires à remplir, il y a des choses, on ne sait pas où les caser. Par exemple, un truc qui m'intéressait, c'est de donner priorité aux constructions sur les murs pignons. L'immeuble où je suis, par exemple, il y a 900 mètres carrés. Ça veut dire que si on adosse une construction, on va gagner 1800 mètres carrés de murs... comment on appelle ça déjà, de parois thermiques, je ne sais plus le terme, pardon? Oui, non, mais il y avait un terme, j'ai oublié. Enfin bref, on a 1800 mètres, si vous voulez, qui est plus voilà de la paroi déperditive. Pardon, c'est ça que je voulais dire. Ça, c'est un premier exemple. J'ai pas su où le caser, donc j'essaye de comprendre comment on peut jouer avec ça. Après, c'est la liberté des règles. Par exemple, le Airbnb, bon, tout le monde dit on est contre, mais finalement, à partir de là où les Airbnb peuvent gagner beaucoup d'argent, on pourrait faire un troc. On pourrait leur dire, écoutez, on vous autorise le Airbnb à condition de réhabiliter votre bien pour qu'il ait au moins une classe B au niveau des PE. Vous imaginez, on aurait comme ça à peu près 500 000 habitations parce qu'ils sont motivés par l'argent qui pourrait passer en classe B, donc on aurait un impact énorme. Et là, j'essaye de comprendre un petit peu le degré de liberté. Puis après, derrière, il y a aussi, si vous voulez, le laxisme de l'administration ainsi que le problème d'effectivité du droit, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont détournées ou il y a beaucoup de choses qui sont pas respectées parce que la mairie ne fait pas ce qu'il faut. Moi, dans l'immeuble où je suis, il y a plein de choses qui sont pas respectées. Ce serait long à vous expliquer. Donc, la question est de savoir si, avec ce nouveau PLU, on va un petit peu serrer la vis aussi. C'est ça qui m'intéresse. Et puis après, voilà, notre degré de liberté sur les propositions qu'on peut faire. Merci à vous. Merci. Je donne encore une parole. Vous notez bien toutes les questions hein, pour que, voilà, qu'il y ait des réponses sur toutes les questions. Monsieur, à vous la parole. Bonsoir à tous. Déjà, je me félicite de vous voir ici. Je me félicite de vous voir ici auprès de nous, les administrés. J'ai une question sur les logements sociaux. Le 6e compte 3,7% de logements sociaux. Que comptez-vous faire pour faire avancer la chose?
Merci. Alors beaucoup de choses, les nuisances, la mobilité, les logements sociaux. Anouche Toragnan, je vous laisse introduire. Peut-être un début de réponse, notamment sur les nuisances sonores, vous dire qu'évidemment c'est un sujet fondamental à Paris, qu'on y est évidemment très attentif, la maire bien sûr, mais l'ensemble de l'exécutif, rien qu'au titre de ma délégation, si je puis me permettre, on voit beaucoup de projets, notamment dans le cadre du budget participatif, de le remettre sur la table, mais de projets de sensibilisation notamment et d'éléments qui nous permettent de mesurer le degré sonore dans nos rues, qu'il s'agisse à la fois des voitures, mais aussi des bars, des terrasses, etc. Donc c'est un sujet auquel on est extrêmement attentif. Je laisserai répondre le cabinet d'Emmanuel Grégoire et la direction de l'urbanisme plus spécifiquement sur ce que le plan local d'urbanisme est en capacité de faire. Sur la question de la concertation, monsieur, on se voyait d'ores et déjà hier soir à la mairie du 6e, mais c'est l'occasion pour moi de vous dire que sur la concertation, la marge de manœuvre est très grande. L'idée, c'est à la fois de pouvoir recueillir vos contributions, j'allais dire philosophiques, sur le plan local d'urbanisme, mais aussi très concrètement sur, comme j'ai dit en introduction, rue par rue, arbre par arbre. Ioannis va nous le dire plus tard sur notamment les arbres remarquables. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir recueillir vos contributions le plus largement possible. Donc surtout ne vous restreignez pas et utilisez au maximum toutes les réunions publiques qui sont à votre disposition, la plateforme qui va vous être présentée dans quelques instants. Et voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir recueillir vos avis. Donc n'hésitez pas. Voilà, sur toutes les questions que vous avez posées, monsieur. Comment ? Eh ben, cochez une autre case et puis mettez ce que vous avez envie de dire et puis nous, on remettra au bon endroit votre contribution. Oui. Surtout, n'hésitez pas. Je vous laisse. Vous avez aussi le registre, monsieur. Vous avez Absolument. Le registre qui est dans chaque mairie, qui est au service de la population, qui est... vous pouvez y aller aux heures d'ouverture de la mairie, 8h30, 17h tous les jours, avec nocturne jusqu'à 19h30 le jeudi. Donc là, c'est bientôt... non, c'est terminé. Et jeudi prochain, ça vaut... Et là, vous pouvez aller noircir du papier, il n'y a aucun problème. Surtout que c'est le commissaire enquêteur, ensuite, qui prendra en compte vos remarques. Donc c'est très important, je le dis, c'est très important. Vous pouvez faire de l'Internet, mais c'est très important de venir également sur le registre papier du PLU, de venir... Vous avez la capacité, dans les 17 mairies, de venir faire montre de vos idées. Puisque vous étiez, si j'ai bien compris, à la mairie du 5e, hier, non? À la réunion de la mairie du 5e? Absolument. Bon. Alors vous pouvez aller à la mairie du 5e sur le registre officiel de la mairie du 5e et également revenir à la mairie du 6e. Charles-Antoine Depardon, alors le regard du cabinet du maire, du premier adjoint. Sur l'enjeu des nuisances sonores, qui est un enjeu extrêmement important, je me souviens, on s'était vu à la précédente concertation, il y a à peu près 6-7 mois, sur les grands objectifs. On avait partagé cet objectif-là, il a été repartagé, vous avez raison, par l'ensemble des Parisiens, enfin un grand nombre, et donc il a bien fallu qu'on trouve comment mettre en œuvre des éléments. Revenir un petit peu sur ce que c'est un PLU. Le plan local d'urbanisme, c'est ce qui régit les autorisations d'urbanisme, donc les permis de construire. Voilà. Donc c'est ça, le PLU. Donc, dans le cadre de l'autorisation d'urbanisme, comment aider les Parisiennes et les Parisiens à se prémunir du bruit et surtout que les nuisances ne soient pas trop à proximité. Là, après, il faut qu'on se réfère au droit. Le code de l'urbanisme nous permet de faire certaines choses, mais attention, il y a un autre principe français qui est supérieur au code de l'urbanisme, qui est le droit de la propriété privée. Et voilà, et on passe notre temps à essayer d'y travailler, parce que si on écrit un document qui n'a aucun sens juridique, il va tomber derrière. Donc c'est toujours ce préambule étant fait. D'abord, il y a dans le futur PLU, évidemment, des choses pour se protéger du bruit. Donc des normes d'isolation, etc., pour les nouvelles constructions. Je comprends que dans le cas de quelqu'un qui a une nuisance en bas de chez lui, c'est pas tout à fait ce qu'il attend comme réponse. En tout cas, ayez cette certitude que pour les nouvelles constructions, on va avancer les choses. Maintenant, il y a la question de l'émission du bruit, donc la destination. L'espace public, c'est pas le PLU, parce qu'il n'y a pas d'autorisation d'urbanisme dans le cadre du PLU. Ceci dit, il y a la destination des commerces qui sont en rez-de-chaussée. Là, je veux remercier la direction de l'urbanisme qui mène un travail d'investigation, et ce serait une première en France si on y arrive. Peut-être que dans certains linéaires, on pourrait considérer qu'il y ait trop d'un certain type de destination. Et en disant ensuite, il y a peut-être dans cette rue trop d'un certain type de commerce, et donc ne plus en autoriser de nouveaux. Voilà. Voilà. Mais en tout cas, en tout cas, pour ce qui est du PLU, du Code de l'urbanisme, voilà ce qu'on pourrait essayer de faire. Donc, ce serait une première en France. La plupart des villes
en France ont plutôt envie d'avoir des restaurateurs. Donc, faut faire attention comment on écrit ça, comment on le fait. Mais en tout cas, c'est ces pistes de réflexion-là qu'on voit. Et je sais qu'il y a un grand travail qui est mené par l'exécutif sur d'autres sujets. Et j'espère que vous arriverez à trouver satisfaction. Caroline Haas. Peut-être pour compléter sur les questions de Madame, la question des obligations de parking. Donc il n'y a pas d'obligation de futur PLU sur les parkings voitures. En revanche, il y en aura pour les poussettes et pour les vélos. Elles seront maximisées par rapport au PLU actuel, plus de doubler. Elles passeront à 7%. Pour les questions de mobilité, alors simplement rappeler qu'il y a une OAP espace public qui va privilégier et inciter aux mobilités actives en particulier. Alors ça aura une incidence bien sûr en termes de bruit, puisque les mobilités actives font moins de bruit que tout ce qui est véhicule motorisé, mais donc vraiment une incitation à aménager l'espace public de manière plus calme et en favorisant les mobilités actives. L'accessibilité, j'ai entendu aussi comme question. Donc sur ces questions d'accessibilité, effectivement, le code de l'urbanisme ne gère pas ces points particuliers. Donc il nous est difficile de réglementer complètement dans le cadre du PLU. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a cette fameuse OAP espace public qui va redire ce qu'on souhaite, et notamment quand il y a un aménagement, les grands principes qui doivent être respectés, c'est bien sûr que tout un chacun puisse avoir sa place, notamment les piétons, notamment les vélos. Et il y a un document qui existe et qui reprend toutes les obligations en vigueur, parce qu'il existe des obligations en matière d'accessibilité sur les trottoirs, par exemple, aux personnes à mobilité réduite. Et on a eu la question hier soir déjà. Donc ce document s'appelle le plan de mise en valeur et d'accessibilité de la voirie et de l'espace public. Il est téléchargeable, je pense, sur paris.fr, et il reprend toutes ces obligations. Et notamment la largeur minimum. Alors à Paris, on applique 1,60 m et si possible 1,80 m sur les trottoirs, de manière à ce que plusieurs personnes puissent se croiser. On met en place des abaissements de trottoirs aux endroits où les piétons doivent traverser pour faciliter la traversée des personnes qui ne voient pas ou des personnes en fauteuil roulant. Il y a aussi les feux sonores qui sont mis en place, des bandes podotactiles justement aux abaissements, des petites bandes qu'on sent avec ses pieds près des passages piétons. Donc il y a tout un tas de mesures en faveur de l'accessibilité qui sont décrites dans ce document, et bien sûr tous ces grands principes seront repris dans notre OAP espace public. Merci beaucoup pour ces éléments. On va vous présenter une innovation dans le PLUB. Oh pardon, Charles-Antoine. Pardon. C'est le logement social. Bien sûr. C'est une question quand même intéressante sous contrôle de Mme Toragnan. Effectivement, oui, en tout cas, la création de logements sociaux est un objectif d'ailleurs qui est issu de d'autres documents, du GEDRIF, donc du schéma directeur régional d'Île-de-France. Un taux de 30% de logement social doit être atteint dans les années à venir. Et donc, effectivement, le PLU, pour les constructions neuves et les réhabilitations lourdes notamment, va imposer, quand on fait du logement et qu'on est dans un secteur qui est en déficit de logement social, d'avoir une part de logement social. C'est déjà le cas aujourd'hui. À partir de 800 mètres carrés, il faut faire 30% de logements sociaux. On va peut-être baisser ce seuil, c'est ce qui est proposé dans le document, à 500 mètres carrés. Par ailleurs, vous le verrez sur les documents qui sont en ligne, il y a un travail qui a été mené par les services de la ville pour identifier des biens sur lesquels on peut intégrer des emplacements réservés au logement social. Et donc de dire, ce bien-là se prête particulièrement, s'il était revendu, s'il y avait un permis, à y faire une opération de logement social. Vous pouvez consulter l'ensemble de ces éléments en ligne dès maintenant. Merci pour ces précisions, parce qu'on voit bien là vraiment avec nos échanges comment un objectif se traduit par une ambition. Et en étudiant, j'allais dire, pour préparer cette réunion, il y a un point qui est nouveau, qui est une innovation, comme je disais, ce sont les externalités positives. Alors, quand on dit ça, on se dit ça c'est vraiment un truc d'ingénieur. Mais Ioannis, vous nous avez prouvé que vous arriviez à parler le parisien sans peine. Donc vous allez un peu nous expliquer qu'est-ce que c'est que les externalités positives, puis on fera on posera des questions après pour voir si vous avez réussi votre coup. Donc les externalités positives, l'idée c'est d'intégrer de nouveaux, enfin je vous laisse parler. Allez-y, expliquez-nous. Non, mais comme allez-y. Bon. Qu'est-ce que c'est qu'une externalité positive alors ? Alors, l'externalité positive. Alors, tout simplement dire qu'il s'agit d'un dispositif qui est issu d'un constat.
un nouveau dispositif qu'on veut mettre en place. Il est issu d'un constat dans le cadre d'élaboration des différents permis de construire que les pétitionnaires nous proposent. Eh ben, on voit que parfois ils nous promettent d'aller plus loin que ce que le règlement oblige. Déjà, le règlement il est très contraignant, mais parfois il nous tente en nous disant qu'on va faire plus d'espaces verts, qu'on va faire plus du logement social peut-être, ou d'autres dispositions qui sont finalement très intéressantes et qui quelque part ils nous facilitent le travail avec le pétitionnaire et permettent aussi la délivrance des autorisations d'urbanisme. Or que dans la vraie vie, ces promesses, ces bonnes intentions, parce qu'elles sont intéressantes, il se trouve que pour des raisons notamment économiques le plus souvent, sont abandonnées. Donc du coup, nous avons imaginé un dispositif qui tout simplement essaye de faire en sorte que ces surperformances, ces éléments, ces propositions qui vont au-delà de la règle classique, elles puissent vraiment devenir un engagement et que les pétitionnaires, finalement, au bout du compte, soient obligés de le mettre en œuvre. Donc, c'est un dispositif qui est assez complexe pour l'expliquer dans quelques minutes, mais tout simplement, on donne la possibilité aux pétitionnaires de sélectionner un certain nombre de critères, par exemple, plus de plein air, par exemple, mieux gérer les eaux pluviales, par exemple, mieux isoler le bâtiment, par exemple, créer un îlot de fraîcheur qui profite à l'ensemble de l'îlot, de toutes les constructions qui sont autour. Et c'est là où il y a le terme d'externalité positive, c'est-à-dire que ce plus que le pétitionnaire promet et qu'il le réalise parce qu'il y a ce nouveau dispositif, finalement profite à tout le monde parce que on finit par avoir des constructions qui se veulent vertueuses. Alors c'est un engagement qui est indispensable. Est-ce que pour avoir un permis de construire, il faut ou c'est mieux? Enfin, quel est le niveau de contrainte? Comme je disais tout à l'heure, c'est une règle, comme toutes les autres, donc il doit être respecté. Et si un projet ne respecte pas la règle, le moment de la conformité, tout simplement, il n'aura pas sa conformité. Donc, il est pénalisé de la même manière que s'il n'avait pas respecté d'autres règles du PLU. Donc, c'est vraiment un pas relativement nouveau. Je pense que, sauf erreur de ma part, c'est le premier PLU de France qui mettra un tel dispositif en place. Donc, du monde peut-être. Je suis pas assez ambitieux. Voilà. Mais bon, on a consacré quand même 2 pages dans ce rapport qui est mis sur paris.fr. Nous vous invitons à prendre connaissance. Bien évidemment, on aura l'occasion d'en réparer quand il le faut. Alors, avez-vous des externalités positives ce soir? Est-ce que sur ce thème, enfin moi je je peux peut-être poursuivre la démonstration sur les prescriptions localisées. Oui, tout à fait. Parce que c'est un sujet qui est en lien également avec ces externalités et en lien évidemment avec le règlement dans sa globalité. C'est le sujet qui cible finalement le 6e arrondissement. Les prescriptions localisées, on l'a évoqué tout à l'heure. Il en existe aujourd'hui un certain nombre. Notre objectif, c'est d'aller plus loin. Donc aujourd'hui, on peut le dire, le PLU propose et il a intégré dans les règles en vigueur des espaces verts, 74 espaces verts protégés. Et le futur PLU en mettra 7 complémentaires. Pour la protection de ville de Paris, il a été dit par Monsieur le maire, il y a 828 bâtiments, donc un chiffre considérable. Pour l'instant, dans le niveau d'avancement de nos études et dans le niveau dans l'état d'instruction de nos dossiers, parce qu'il y en a énormément de demandes complémentaires que nous n'avons pas eu encore le temps d'instruire, il y en a plus 8. Les linéaires commerciaux, il y en a déjà 16 kilomètres qui sont protégés, c'est-à-dire qu'ils doivent rester du commerce dans l'arrondissement et on ne peut pas faire une activité quelconque différente ou en faire du logement. On sait tous la raison, c'est l'animation, la qualité de vie des quartiers, les aménités pour les habitants. Il y aura 1 kilomètre complémentaire qui sera
proposés en l'état actuel des études. Et également, on a évoqué les logements sociaux. Il y en a 12 réserves actuellement pour y en faire à terme, le cas échéant, si, comme il a été dit par Charles-Antoine, si ces parcelles étaient venues à déposer un permis de construire, à être cédées, etc., il y en aura 6 réserves complémentaires. Et enfin, on a beaucoup travaillé pour trouver un périmètre de localisation de la logistique urbaine de proximité. Nous n'avons pas réussi un arrondissement assez bien construit, assez dense déjà. Donc pour l'instant, nous n'avons pas identifié de périmètre de localisation complémentaire pour installer un équipement de logistique urbaine. Juste cette slide pour vous montrer, voilà comment dans le PLU les protections commerciales linéaires sont présentées. Il y a des traits rouges. Il y a donc, si vous voyez le PLU, il y a toute une série de ces dizaines de kilomètres, enfin on a dit tout à l'heure 14 kilomètres qui sont protégés. Les nouveaux kilomètres de voies protégées viendront s'ajouter dans ce maillage. Et de la même manière, en ce qui concerne, on peut changer la slide, les espaces verts protégés. Il y a aujourd'hui les espaces verts que nous apercevons avec les taches foncées. Il y en a des petits espaces verts nouveaux que nous avons identifiés, mais le travail continue et nous comptons sur vous parce que c'est également exactement ce qu'on est en train de voir là, c'est-à-dire si vous nous proposez, si vous identifiez des espaces verts qui ont un intérêt et qui vous semblent devoir être protégés, c'est-à-dire sanctuarisés, eh ben, c'est dans le cadre de cette concertation que vous allez pouvoir nous le signaler, nous le dire. De la même manière et dans la même logique, il y a des bâtiments aujourd'hui protégés, mais il y en aura des même plus. Donc, si vous voyez des bâtiments qui méritent, le cas échéant, une protection, vous n'hésitez pas sur id.paris, vous cliquez, vous donnez l'adresse et vous écrivez la raison pour laquelle il vous semble que ce bâtiment peut être protégé. Merci beaucoup pour ces précisions, sachant que vous pourrez voir ce PowerPoint, le retrouver comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Je crois qu'il y a une slide complémentaire. Il y a encore une slide, d'accord. Donc c'est l'OAP Maine Montparnasse. Décidément. Heureusement qu'on en parle parce que mes collègues de l'aménagement, ils allaient me tirer les oreilles. Donc tout simplement pour rappeler donc évidemment que nous avons l'OAP Maine Montparnasse. Donc, comme je disais tout à l'heure, il s'agit d'un document qui est composé d'un schéma. Aujourd'hui, le schéma qui est proposé, c'est celui que vous trouverez également donc sur Paris.fr si vous voulez bien identifier à quoi ça représente, à quoi ça correspond toutes ces petites figures, c'est-à-dire liaison piétonne, espace vert végétalisé, ça veut dire transparence, ça veut dire toute une série de choses. Et à côté, il y a un texte qui explique tout simplement les grandes orientations. Assurer une percée urbaine en prolongement de la rue de Rennes, créer des continuités urbaines entre la rue de départ et la rue de l'arrivée à travers l'ensemble immobilier, améliorer des continuités végétales de la place Catalogne et la place, etc. Ces éléments-là sont présentés évidemment tels quels, mais ils sont également un peu développés, un peu plus développés, avec un texte qui les décrit d'une manière plus précise. Eh bien, merci pour ces précisions, parce que là, c'est vrai que c'est évidemment un point important. On a vu votre arrondissement, et je vous laisse la parole puisque vous la demandez. Et à vous, et si vous souhaitez intervenir, je vous passe la parole. Peut-être, pardon, je me permets, monsieur le maire, je voulais intervenir en complément de ce qui a été dit. Deuxième question. Oui, simplement. Non, mais vous avez le micro, allez-y. Non, mais moi, je réinterviendrai sur Maine Montparnasse. Je vous en prie. Oui. Pardonnez-moi d'abuser sur une seconde question, je ne le ferai pas une prochaine fois. Alors, vous parlez des externalités, ce sont des éléments qui sortent souvent de la comptabilité. Pourquoi ils sortent de la comptabilité? Souvent parce qu'ils ont un caractère très subjectif. Et ce qui m'intéresse justement, c'est le côté subjectif d'une ville. On dit qu'un lieu a une âme. Et je voulais savoir, il faudrait faire une science et étudier tout ce qu'on appelle les aménités, par exemple toute la qualité animique des œuvres, c'est-à-dire la qualité poétique, la main de l'homme, l'identité sonore par exemple, ou une originalité, une nouveauté, etc. Il y a tout un tas d'éléments qui nous donnent des sensations différentes et qui sont très importantes dans une ville. Et je voudrais savoir si justement vous allez aller vers cette subjectivisation qui est importante aussi pour le ressenti de la ville et donc lister vraiment toutes ces aménités. Merci. Je passe la parole à monsieur qui l'a demandé. Christophe Tin, conseil de quartier de Notre-Dame-des-Champs. On a beaucoup parlé de végétalisation, de nature, ce qui est extrêmement important pour
pour la ville, en particulier l'absorption de CO2, l'absorption des eaux pluviales. Moi, j'ai une question sur la végétalisation des toitures. Parce que c'est quand même un enjeu qui est extrêmement important. Ça permettra de répondre à un certain nombre de problématiques, la problématique de la nature bien évidemment, et aussi l'isolation des toitures. On ne peut pas forcément les isoler par l'intérieur, ou en tout cas c'est pas très efficace. D'avoir de la nature au-dessus des toitures, ça permet évidemment d'éviter les surchauffes sur les toitures. Voilà. Donc. Merci pour votre témoignage, monsieur. Et je vous parle. À vous. Merci beaucoup. Pierre Brenas, moi je suis riverain du côté de la rue du Cherche-Midi du monastère de la Visitation. Donc c'est sur lequel vous savez il y a une forêt, enfin il y a un jardin. Donc je pense que c'est un espace vert privé. Et j'ai cru voir sur votre carte que c'est un des espaces verts protégés dans l'arrondissement. Pourtant, il est prévu, d'après ce que j'ai compris, d'y abattre 40 arbres centenaires. Alors ça, c'est à confirmer. Je serais reconnaissant à Monsieur le maire de confirmer ou pas. Et je voudrais savoir donc par rapport au PLU, est-ce que donc cet aménagement a été autorisé dans l'ancien PLU? Est-ce qu'il le serait aussi dans le futur PLU? Donc ça, c'est vraiment mes deux questions liées à ce projet. Parce que alors je pense que tout le monde le sait, ici, c'est un projet qui est effectivement a une dimension sociale, puisqu'il est question d'y créer un refuge. Et donc, c'est pas une inquiétude, si vous voulez, contre le projet, mais c'est quand même par rapport à cette question de faut-il réellement abattre 40 arbres centenaires qui forment un poumon pour tous les riverains de ce monastère. Merci. Alors je vais vous rassurer tout de suite sur ce projet qui est un magnifique projet à dominante sociale, qui a d'ailleurs été avalisé aussi bien par la mairie de Paris que la mairie du 6e et l'archevêché, puisque c'est des bâtiments qui appartiennent au diocèse. C'est un magnifique projet. Alors, comme on est en France, les gens qui sont à 200 mètres trouvent ça génial. Quand c'est à 50 mètres, c'est un peu moins bien. Et quand ils sont à proximité immédiate, c'est l'enfer. Ce qui nous a valu d'ailleurs une architecte des bâtiments de France, dont je ne citerai pas le nom, de coller un recours contre le projet parce que tout simplement, elle voulait pas avoir de travaux. Alors, plus sérieusement, les permis sont maintenant, d'après mes informations, définitifs. Le projet, non seulement est social, mais il est environnemental. Et je peux vous dire aujourd'hui que la DEV, la Direction des Espaces Verts, a déjà pris en quelque sorte mené des pourparlers avec le diocèse pour que ce jardin de 4000 mètres carrés, soit ouvert au public, soit réaménagé, qu'il y ait un passage vert, et ça on l'a déjà expliqué, qu'il y ait un passage vert qui permette une liaison entre la rue de Vaugirard et la rue du Cherche-Midi. C'est un superbe projet. Alors pourquoi notre collègue, on peut le dire, Antoinette Kiss a posé une question, a posé un vœu au prochain conseil d'arrondissement que j'appellerais à repousser, parce que, si vous voulez, malheureusement, comme toujours, il y a un certain nombre de personnes opposées au projet qui ont suscité un certain nombre de recours, de réactions, etc., et qui ont d'ailleurs retardé cette opération de façon considérable, mais nous sommes... toutes les opinions sont possibles. S'il y a des arbres abattus, c'est simplement qu'ils menacent de tomber. Donc on peut pas ouvrir au public un jardin alors que le service de l'arbre, qui dépend de la ville de Paris, a constaté que, effectivement, sur un certain nombre d'arbres, ceux-ci sont dans un état de vétusté avancé. Mais j'apporterai, lors du prochain conseil d'arrondissement, je suis en lien avec le diocèse, des éléments factuels prouvant que effectivement il y a des arbres qui sont dans un état de déliquescence absolue, puisqu'il y a eu quelques ouvertures au public au cours des dernières années, et qu'en revanche il y aura des replantations qui seront particulièrement importantes et qu'on pourra peut-être y ajouter un jardin partagé. Malheureusement, il semblerait qu'également la terre, il y ait du plomb qui ait été trouvé dans cette terre et qu'il faille également changer la terre compte tenu des risques de plombémie qui s'attachent à ça. Donc c'est une opération excessivement compliquée sur laquelle il y a beaucoup de bonnes fées qui pour l'essentiel d'ailleurs dépendent de la mairie de Paris qui sont
penché. C'est donc une très belle opération. Après, il y a des gens qui ont des opinions différentes, mais c'est le propre d'une démocratie. Mais je tenais à vous rassurer, je crois que ça sera tout à fait, ça sera une opération dont on parlera et qui sera au bénéfice du 6e arrondissement et qui comportera d'ailleurs énormément de logements sociaux, puisqu'il y a beaucoup de logements sociaux dans cette opération. Ce sera d'ailleurs une réponse par la preuve à certaines des questions qui ont été posées à juste titre tout à l'heure. Et il n'y aura pas de parking. Il n'y aura pas de parking. Il n'y aura pas de parking. Et il y aura même un équipement pour la petite enfance. Oui, je reviens sur les espaces verts intérieurs protégés. J'en avais parlé d'ailleurs à la toute première réunion du PLU. Et j'étais inquiet de voir, il y a des plans avec soit des étoiles rouges, soit des trucs verts, là, qu'on voit qui signalent qu'il y a un EVIP. Mais j'étais quand même assez persuadé, concerné justement parce que j'en ai un chez moi, j'étais quand même assez persuadé que la mairie n'en a pas d'inventaire. Alors, chez moi, il y a eu des ravages, il y a des gens qui ont abattu des arbres, on s'est plaint et la confirmation est arrivée. Mais on ne peut pas rien faire, on n'a pas d'inventaire. Et je sais qu'il y a beaucoup des VIP qui sont dans ces cas-là, c'est-à-dire que la tache rouge ou la tache verte ou l'étoile rouge qu'il y a, on ne voit pas la différence entre une pelouse tapis brosse et un espace vert avec de grands arbres, la canopée. Et je vous dis ça parce que j'entends parler d'un autre massacre rue Jacob sur un énorme espace vert intérieur protégé. Je me demande, est-ce qu'il ne faudrait pas, dès maintenant, que vous fassiez un inventaire sérieux ? Que vous sachiez dedans, j'ai un arbre, 2 arbres, 3 arbres, une canopée de ceci, etc., pour pouvoir intervenir et protéger, comme c'est soi-disant déjà le cas, des arbres qui risquent d'être abattus. C'est peut-être pas une question, mais entre la première réunion du PLU et maintenant, on a bien eu la preuve que la mairie, sur certains EVIP, dont le nôtre, n'avait pas le moindre inventaire de ce qu'il y a dedans. Merci. Merci beaucoup. Alors, plusieurs questions. Anouche Toragnan, je vous le laisse introduire. J'introduis simplement la réponse sur ce sujet des arbres. En effet, alors je ne voudrais pas m'avancer trop techniquement, mais c'est tout l'objet de ce PLU, c'est aussi d'identifier ce type de végétalisation, ce type d'arbre en l'occurrence, puisque je crois que c'était la présentation qui venait, mais je crois qu'on va devoir bientôt conclure. Mais il y a justement dans le cadre de cette révision du PLU et de cette concertation la possibilité en effet de pouvoir identifier un certain nombre d'arbres remarquables, et donc on vous encourage bien évidemment. Voilà. Pas des arbres remarquables. Il y a des équipes avec des arbres, c'est des mouvements fantastiques. On peut considérer qu'ils sont tous remarquables, mais alors un regard plus technique, Charles-Antoine Depardon. Une réponse peut-être un peu plus. Une précision sur le sujet. Effectivement, aujourd'hui, le PLU parisien ne prend pas en compte les arbres. Donc il y a des espaces verts qui sont protégés, et on considère que dans cet espace, il y a une protection à mener, mais il n'y a pas, on va dire, une définition fine entre le type d'espace vert protégé. Voilà, c'est un reliquat de l'histoire, et on pense, d'ailleurs, sous l'effet peut-être de votre contribution et d'autres, qu'effectivement, il est temps d'y remédier et de travailler un petit peu plus finement. D'ailleurs, entre-temps, certainement, le code de l'urbanisme, le code de l'environnement nous permet de faire ça. Et donc, va être introduit dans le futur PLU bioclimatique, si la concertation confirme que c'est le bon sens et que le Conseil de Paris le vote, effectivement, cette possibilité d'y introduire les arbres, donc Madame Toragnan a dit le mot juste, les arbres dits remarquables. Parce qu'il va falloir que nous, on démontre, dans le cadre du PLU, que cet arbre a un caractère particulier et donc il faut le protéger. Autre élément important, aujourd'hui, les espaces verts protégés, vous savez, on pouvait, entre guillemets, au gré d'un projet, les déplacer. C'est-à-dire dire, en fait, cet espace vert protégé, je vais le refaire ailleurs. Ce qui, parfois, faisait qu'on pouvait avoir des destructions. Ce ne sera plus le cas demain. Ce qu'on propose aujourd'hui, et c'est très contraignant, et je pense que c'est très contraignant pour l'ensemble des pétitionnaires, il faudra faire le bilan dans 5 ans, voir si on n'a pas un peu bloqué beaucoup de projets, eh bien, c'est de les figer totalement et dire, quand vous êtes en espace vert protégé, qu'il y a un arbre ou pas dessus, on ne pourra pas le déplacer, on ne pourra pas construire dessus. Donc, si dans votre secteur, vous avez effectivement cette hachure verte d'espace vert protégé, aucun projet ne pourra détruire les arbres qui sont dessus avec le nouveau PLU. D'ailleurs, je vous encourage vraiment à participer à la concertation parce que les équipes de la direction des espaces verts sont connaisseurs, mais
on a besoin de vous pour rentrer à l'intérieur des copropriétés, pour savoir à quel endroit les espaces verts doivent être protégés. C'est tout l'objet de la concertation qui se donne. Les toits végétalisés. Oui, alors sur les toits végétalisés, donc c'est en complément du travail qui est mené sur les espaces verts. On va toujours préférer la pleine terre. Regarde, la végétalisation en pleine terre, c'est vraiment le sujet principal. Forcément, on regarde un peu ce qui s'est fait dans les années précédentes sur la végétalisation des toitures. Et on s'est rendu compte que le PLU précédent, sa dernière modification de 2016, je suis un peu technique, je suis désolé, avait inscrit pas mal de contraintes sur les toitures végétalisées qui n'avaient pas forcément été très bonnes. On a vu une baisse plutôt des toitures végétalisées arriver, et donc on va reprendre notre copie sur le sujet, renforcer très significativement l'obligation d'avoir les toitures végétalisées dans certains cas. Attention, il y a aussi la question patrimoniale qui doit rentrer en ligne de compte, mais on a bien le sujet en tête. Et c'est un des objectifs, c'est d'en avoir beaucoup plus à Paris demain. Enfin, sur les externalités, la question que j'entendais sur le fait qu'une externalité, c'était quelque chose qui pouvait être subjectif. Alors, vraiment, dans le cadre d'une autorisation d'urbanisme, on veut surtout pas de subjectivité. Ce qu'on veut, c'est que ce soit objectif et vérifiable. Je pense que Ioannis Velogorgis l'a très bien expliqué. L'idée de ce dispositif, en tout cas vis-à-vis d'un pétitionnaire, promoteur, copropriété, c'est que dès le dépôt du permis de construire, toutes ces externalités positives, elles peuvent être quantifiées. Vous faites 5% de plus de pleine terre, vous faites de la mixité fonctionnelle, un rez-de-chaussée ouvert, vous allez plus loin dans la sobriété de votre bâtiment, tout ça doit être quantifié, vérifiable. Ces 9 critères, ils permettent aussi d'être une base de discussion avec les habitants aux alentours et de dire sur chacun des critères à quel point le pétitionnaire peut aller au-delà. Ça, c'est vraiment l'aspect important en matière de concertation, d'expertise terrain. Et un des messages qu'on veut vous faire passer, c'est aller plus loin et participer. On va le voir tout à l'heure avec vous. Mais monsieur le maire, vous vouliez parler de Montparnasse. Je veux aussi dire que le temps passe. Puisqu'on avait plus ou moins prévu d'arrêter cette réunion à 20h15, donc moi je veux bien qu'on continue jusqu'à ce que la nuit tombe. Elle tombe d'ailleurs plus rapidement en ce moment, mais je pense qu'on a quand même dit l'essentiel. Alors je voulais quand même donc s'il y avait vraiment certaines questions, je pense qu'il faut effectivement qu'elles puissent être posées. Moi je vais être obligé de me sauver après un cours de courts remerciements, remercier effectivement l'ensemble des participants, ma chère collègue Anouche Toragnan, M. Depardon, etc. Et vous dire, et l'ensemble des élus et des personnes qui ont bien voulu consacrer une partie de leur temps, une partie de leur soirée à l'évocation de ces sujets. Il faut continuer dans l'ensemble des différentes instances, ça a bien été dit, à vous exprimer, le registre, les conseils de quartier, id.fr, etc., etc. Même, vous pouvez nous adresser des mails, également. Monsieur Chevalier, redites-nous l'adresse de la rue Jacob. Est-ce que c'est le 20 rue Jacob pour lequel vous avez des craintes ou pas? Dites-nous, le 26, c'est un immeuble de la ville de Paris, justement. C'est un immeuble du domaine privé. Donc on doit pouvoir faire quelque chose, peut-être, en tout cas dans lequel la ville de Paris est encore partie prenante. C'est l'immeuble Juppé, je crois. Oui, voilà. Enfin, Juppé, pour rappeler, pour revenir à 1994. Sur deux choses, oui. Alors, ce que vous avez dit, ce qui a été annoncé par Monsieur Depardon, Monsieur Trait d'Esprit et Monsieur et Madame Haas, je dirais, et Monsieur Velogorgis, bon, moi j'y souscris. Après, il faut que ça tienne juridiquement. Parce que si on veut que le PLU tienne, il faut bien évidemment qu'il ne soit pas attaqué. Donc là, j'attire quand même votre attention sur le fait que j'ai noté qu'on pouvait avoir des velléités de dire plus d'arbres, des matériaux biosourcés peut-être, etc., etc. Mais il faut que ça tienne la route ensuite. Alors, on peut vouloir être les premiers, c'est bien, moi j'adore les premiers de cordée, premiers, etc. Mais il faut pas être les premiers ensuite à voir son PLU sauter juridiquement. Ça sera embêtant, parce que ça sera ensuite l'ancien qui refonctionnerait. Sur les EVIP, très bien. C'est vrai qu'on avait dévoyé la chose, et il y a eu des reconstitutions, il y a eu des altérations des VIP et des reconstitutions, pas tellement dans le 6e, mais dans un certain nombre d'autres arrondissements. Ça aura effectivement, comme vous l'avez dit, des conséquences en matière de constructibilité. Et puis un mot sur Maine-Montparnasse, 6e, 14e, 15e, même si effectivement, topographiquement, l'ensemble de la dalle et des tours sont dans le 15e, chez vous, où vous êtes élus. Le 14e est bien sûr directement concerné puisqu'il est juste sur le côté latéral, et le 6e est également directement concerné puisqu'il a
vision directe sur la tour, bien évidemment, il y a peu de Parisiens qui ne la voient pas. Sur la seconde tour, la tour CIT. Et l'objet, et je me bats, et M. Depardon le sait, pour que, effectivement, cette opération soit exemplaire sur le plan de la santé environnementale, puisque les 2 tours vont être réhabilitées, ça je dirais, pas tellement de problème, mais le vrai débat, c'est démolition à quelle hauteur, reconstruction du centre commercial, de l'ensemble des bureaux, et donc il faut faire, à mon avis, le minimum de démolition et le maximum d'aménagement pour effectivement ne pas balancer dans l'air un maximum de volutes, parce que là, ça ira bien au-delà du 6e arrondissement. On peut même arroser tout Paris, une partie du 92. Donc, ce que je souhaite, c'est que ce soit un chantier exemplaire sur le plan de la santé environnementale, un peu sur le modèle Notre-Dame, hein, plus proche du modèle Notre-Dame que du modèle Commandant Mouchotte, où là, un opérateur privé nous avait dit « mon chantier sera exemplaire sur le plan de la santé environnementale », et on a vu pendant 2 années des volutes de cochonneries partir dans l'air avec un malheureux monsieur qui avait vous savez, comment ça s'appelle quand on arrose son jardin, un tuyau sur lequel il essayait d'agir alors que vous aviez des volutes qui montaient à 20 mètres de haut. Bon, ça, c'est pas acceptable. Donc, j'ajoute que c'est une opération totalement privée, qui est menée par les opérateurs privés. La ville définit des règles. Elle peut surveiller. Il faudra qu'elle surveille, puisque l'opérateur peut aussi signer, on le sait. Maintenant, on signe des engagements qu'on tient pas. C'est la mode. On communique et on fait pas derrière. Donc là, il faudra que ce soit une opération exemplaire. Et sur ce plan-là, d'ailleurs, nous avons de nouveaux ateliers, nous avons des balades urbaines, nous avons un certain nombre de choses qui seront faites dans les prochains mois. Donc ça sera très important, et la mairie du 6e sera bien sûr totalement partenaire dans cette affaire, que je souhaite d'ailleurs voir évoluer positivement, puisque la situation actuelle, les immeubles ont vieilli, le centre commercial est mort, etc. Il faut bien sûr avancer, mais il faut avancer dans le bon ordre. Merci beaucoup, voilà, monsieur le maire. C'est bien noté. Hein. Je vois Tristan qui n'a pas arrêté de prendre des notes de ce que vous avez dit. Du coup, on l'intégrera bien. Je sais que vous avez une contrainte liée à votre mandat. Donc, on va terminer et on vous remercie beaucoup pour votre accueil. Alors, vous avez évoqué, monsieur le maire, l'importance et les enjeux de la concertation. C'est une réunion. Vous avez beaucoup de choses à dire et à regarder. Mathilde Savary, je vous laisse nous présenter un petit peu les prochains rendez-vous qui sont proposés aux habitants et aux habitantes du 6e arrondissement. Oui, bonsoir à tous. Alors, je vais juste mobiliser encore 3 minutes de votre temps pour vous rappeler, alors beaucoup de choses qui ont déjà été dites, à vrai dire, durant l'ensemble de la concertation, mais pour vous rappeler les 3 grands objets sur lesquels on vient chercher vos contributions et vos avis. Les OAP sectorielles, donc Maine-Montparnasse, dont on vient de parler, mais il en existe encore 12 autres. Les évolutions du règlement qui vous ont été racontées finalement par Ioannis Valou-Georgis, ainsi que les prescriptions localisées. Là aussi, ça a déjà été dit, mais c'est toujours important de le savoir. De façon réglementaire, vous trouvez en mairie l'exposition ainsi que le registre pour les gens qui préféreraient plutôt l'écrit que le numérique. Mais je vous rappelle de nouveau, comme ça a pu l'être déjà dit au cours de la réunion, l'existence de la plateforme id.paris ainsi que la page paris.fr sur laquelle vous pouvez retrouver l'ensemble des rendez-vous. Vous avez ici l'ensemble du dispositif déployé à l'échelle parisienne, mais je pense qu'on peut passer la slide. Je vais directement aller sur les rendez-vous qui vous concernent tout particulièrement. Celle, donc, pour les conseils de quartier, on fait vraiment un focus sur les conseils de quartier, on les mobilise tout particulièrement, donc le 14 septembre à 19h, en visioconférence. Donc pour bien comprendre comment est-ce que vous pouvez appréhender la plateforme id.paris et bien comprendre les tenants et les aboutissants de cette concertation. Alors attendez, j'ai juste... Alors attendez, revenez sur l'autre slide, parce qu'on est allé un petit peu vite. Et donc de nouveau là, pour tous, à l'échelle du grand public, pour le 6e arrondissement, la balade urbaine donc du 22 septembre à 18h portée par le CAUE. Vous avez déjà le lien d'inscription qui est sur le site du CAUE, ainsi que l'atelier participatif grand public du 5 octobre à 19h. Je vous invite là aussi à vous rapprocher de votre mairie pour le système d'inscription qui ne saurait tarder à venir.
Et donc à l'échelle parisienne, mais qui peut vous intéresser tout autant, le PLU des enfants a été déployé et fera sa restitution du 17 octobre au 24 octobre au pavillon de l'Arsenal, mais aussi des rencontres professionnelles et avec les associations pour mobiliser l'ensemble des publics parisiens. Alors, peut-être que je ne vais pas tout à fait me lancer sur le parcours utilisateur de ID.Paris. Toujours est-il que peut-être qu'on peut passer la slide suivante, puisque c'est celle qui nous intéresse tout particulièrement. Vous voyez finalement l'ampleur du dispositif et les différents items et les différents onglets qui sont représentés sur ID.Paris. Et l'onglet sur lequel j'aimerais qu'on puisse s'attarder tout particulièrement, c'est celui sur les prescriptions localisées, puisque c'est celui finalement qui va vous demander peut-être un petit peu plus de travail et de réflexion, puisqu'il faut bien prendre le temps de potasser finalement cette légende que vous avez ici pour aller après zoomer et aller chercher finalement l'adresse au 26 rue, j'ai oublié le nom, mais déposer une contribution, rue Jacob, pardon, et déposer une contribution précise pour indiquer, voilà, à votre avis, une remarque. Le travail qui a été mené sur cette carte et qui est quand même très important, c'est celui, en fait, vous avez le PLU en vigueur, mais vous avez aussi les nouvelles propositions du PLU bioclimatique et donc l'idée, c'est vraiment de venir chercher votre avis, vos remarques, mais aussi vos nouvelles propositions et vos nouvelles contributions. Et vous avez donc la possibilité de contribuer sur les OAP sectoriels. Et aussi, ce qui est important, c'est les cahiers d'acteurs. C'est la dernière slide. Là, c'est plus à destination donc des entreprises, des associations, mais aussi des conseils de quartier pour déposer une contribution considérée comme étant collective. Et c'est pour ça que on fait appel aux conseils de quartier qui prennent donc connaissance de l'avant-projet du règlement et des OAP. Ils réfléchissent ensemble, puis déposent une contribution qui est par la suite analysée par les services de la direction de l'urbanisme. Merci beaucoup. Vous voulez parler, vous voulez participer, faut juste un petit peu bosser et donc en tout cas nous retrouver sur ID.Paris pour contribuer et apporter votre connaissance si précise tout simplement du terrain sur lequel vous habitez. Ça a été une réunion constructive et intéressante. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont ressorties. Anouche Toragnan, quel est votre sentiment après 7h30 passée ensemble? Toujours ravi de pouvoir échanger avec les Parisiens, quel que soit le sujet. Et la révision du PLU, comme je l'ai dit en introduction, est un sujet fondamental. Donc, ravi de vous voir toujours autant mobilisés, toujours aussi passionnés par ces sujets. On est ravi de pouvoir continuer la concertation avec vous et de pouvoir construire ce PLU pour, mais surtout avec les Parisiens. Donc voilà, merci beaucoup. Surtout, ne vous les limitez pas. Allez sur ID.Paris, participez aux marches exploratoires, aux ateliers, à toutes les réunions publiques. On est toujours ravis de pouvoir faire ça avec vous. Et parlez-en autour de vous, de même que le budget participatif, qui, je le rappelle, est ouvert dès aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller voter également au budget participatif. Voilà, j'en profite. Merci beaucoup, Anouche Toragnan. Avec plaisir. Merci Charles-Antoine Depardon, Ioannis et Carolinas pour vos précisions et vraiment tous les éléments que vous nous avez donnés. On vous souhaite une très bonne fin de soirée et je ne doute pas qu'on se reverra sur un des nombreux rendez-vous qui est proposé à tous et à toutes. Bonne soirée.